J'ai le plaisir de vous présenter, mais vous la connaissez toutes et tous, l'orateur suivant qui est une oratrice, avec Julie Lemal de l'hôpital Trousseau, qui est une fidèle collègue et amie. Et je lui laisse la parole pour qu'elle nous présente son topo sur les différentes... C'est le bilan initial. Le bilan initial du retard pondéral. Exactement. Alors oui, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'inaugurer cette session de nutrition avec un sujet qui finalement n'est pas facile puisque on va voir qu'il y a énormément de pathologies qui peuvent entraîner un retard pondéral et que finalement dans la littérature il y a beaucoup de choses mais assez peu de synthèse sur le sujet contrairement au retard statural qui est souvent beaucoup mieux documenté. Alors, lorsqu'on parle de retard pondéral, on distingue deux situations distinctes et se poser la question du coup d'un retard pondéral que j'ai appelé primitif, c'est-à-dire un enfant qui est né avec un faible poids de naissance et qui va garder un petit poids pendant plusieurs mois. Identifier une pathologie congénitale qui entraîne un petit poids avec une croissance qui évolue sur des couloirs inférieurs à -2 déviations standard, et puis des petits poids dits constitutionnels, pareil, des poids qui vont évoluer sur des couloirs inférieurs à 2 ds par rapport au couloir de la taille. À côté de ça, quand on parle de retard pondéral, on parle aussi de retard secondaire à une pathologie organique sous-jacente ou alors à une pathologie dite psychogène. Et quand on est face à ce retard pondéral, il y a 4 grands axes qui vont entraîner finalement ce retard pondéral, c'est-à-dire l'insuffisance d'apport, la malabsorption, des dépenses énergétiques augmentées et des pertes excessives. Alors, quelles questions se poser, et poser surtout aux familles lorsque vous êtes devant un enfant qui a un retard pondéral? Alors, il s'agit d'un interrogatoire classique, mais il y a certaines questions à pas louper, et notamment dans les antécédents familiaux, le concept de consanguinité est important. Recherchez toujours une petite taille génétique, une maigreur constitutionnelle, et la notion de retard de croissance ou de la puberté chez les parents. On va rechercher bien sûr des maladies générales, des allergies, des maladies inflammatoires, des maladies chroniques dans la famille, des maladies génétiques, et puis également s'intéresser aux différents troubles psychiatriques qu'ont pu avoir les parents ou dans la fratrie. Donc c'est vraiment des questions très générales, mais qui doivent être systématiques lors d'une consultation. On interrogera également sur le déroulement de la grossesse, à savoir comment elle s'est passée. En général, toujours mal quand vous posez la question, mais on s'interrogera plus particulièrement, on interrogera plus particulièrement la maman sur la présence d'un oligoamnios ou d'un hydramnios et la notion d'anomalie sur les échographies anténatales. Enfin, on recherchera bien sûr les antécédents personnels de l'enfant, la notion de retard de croissance intra-utérin, de prématurité, le score d'Apgar à la naissance, une éventuelle chirurgie dans les premières années de vie, des infections multiples et puis toutes sortes d'antécédents qui pourraient être révélés par la famille sont bons à prendre. Alors, quand on s'intéresse déjà, quand on suspecte une origine primitive, dans cet interrogatoire que je vous ai présenté, la notion de consanguinité, de petite taille, de maigreur constitutionnelle va être importante, et les échographies anténatales également. Alors, moi, je vais essentiellement vous parler du retard pondéral et pas du retard statural prédominant, qui concerne essentiellement nos amis d'endocrinologie. Donc, dans le retard de croissance intra-utérin, on sait que c'est environ 9% des nourrissons en Europe, 25% en Asie, et on estime que ces enfants doivent avoir un rattrapage pour le poids et la taille sur un couloir supérieur à -2 déviations standard à l'âge de 2 ans. Il y a environ 75% de ces enfants qui vont rattraper à l'âge de 6 mois et 90% qui vont rattraper à l'âge de 2 ans. Et que faire des 10% restants ?
Ça ne concerne pas tellement le gastropédiatre, mais plus l'endocrinologue pédiatre, puisque souvent il y a un retard statural qui est prédominant par rapport à ce retard pondéral. Et donc on demande un avis à nos collègues d'endocrinologie avec un bilan hormonal spécifique, un dosage de l'IGF-1, une IRM hypophysaire et puis des examens orientés selon la clinique. On recherchera, on évoquera aussi un syndrome fréquent en cas de RCU qui donne des petits poids, c'est le syndrome de Silver-Russell. Donc le syndrome de Silver-Russell, hormis ce RCU, on le met en évidence on le suspecte sur 3 des 5 critères suivants, c'est-à-dire un front proéminent avec un aspect de macrocéphalie relative, un retard de croissance postnatale sur le poids et la taille, une asymétrie corporelle peut être présente et des difficultés alimentaires. On avait rapporté il y a quelques années des troubles digestifs extrêmement fréquents chez ces patients, avec des reflux gastro-œsophagiens relativement sévères et des enfants qui ont de vrais troubles du comportement alimentaire. Dont les origines constitutionnelles, hormis ce syndrome de Silver-Russell, il va falloir détecter d'autres syndromes qui peuvent entraîner un retard, qui peuvent se manifester entre autres par un retard pondéral. Et ce sont des patients qu'on nous adresse souvent en consultation. Parmi ces syndromes, on a le syndrome de Williams, avec ce faciès caractéristique en tête d'elfe ou de lutin. Ces enfants qui ont un grand front, avec des yeux d'un bleu particulier, un petit menton, un philtrum assez plat et une racine du nez un peu enfoncée avec un épicanthus. On a aussi le syndrome d'alcoolisation fœtale, où les enfants sont souvent petits à la naissance, avec une courbe de croissance pondérale qui reste souvent inférieure à moins d'ODS dans les premières années de vie. Donc avec pareil un faciès assez caractéristique, et notamment l'aspect morphologique le plus classique est le philtrum plat, avec une lèvre supérieure qui est amincie. Le syndrome de Cornelia-de-Lange, des enfants pareil qui ont des difficultés à prendre du poids dans les premiers mois de vie, avec cet hypertellorisme et cette hypertrichose, des enfants qui ont également une microcéphalie. Le syndrome vélo-cardio-facial, qui était anciennement connu sous le syndrome de Dijorge, avec une hypoplasie malaire, un microniatisme, un hypertellorisme et un épicanthus. Donc, en fait, tous ces patients, quand on en a vu un, en général, on arrive à les reconnaître assez facilement par la suite. On a également la séquence Pierre-Robin, avec un micro-rétrognatisme assez caractéristique, donc des enfants qui ont du mal à s'alimenter, qui ont souvent dans les premiers mois de vie une courbe de croissance pondérale plutôt sur des couloirs inférieurs. Et un autre exemple, le syndrome de Crouzon, avec cette tête très caractéristique, cette exophthalmie relative, avec un hypertellorisme également, et un petit menton. Hormis ces syndromes, comme je vous disais tout à l'heure, à l'interrogatoire, vous allez accorder de l'importance et rechercher si, dans la famille, on a des maigreurs constitutionnelles. Effectivement, si on vous adresse un enfant qui est très maigre, avec un poids inférieur à moins d'ODS, mais une croissance qui est globalement régulière, et que vous voyez qu'un de ces deux parents est également très maigre, vous pouvez évoquer ce diagnostic de maigreur constitutionnelle. Sur cette étude réalisée au Royaume-Uni sur 7000 enfants et adolescents, on voit finalement que le risque d'avoir une maigreur constitutionnelle, le risque entre guillemets, c'est d'avoir ces deux parents maigres avec un risque de maigreur qui est de 16%. Donc il y a une influence génétique qui est indéniable pour avoir une maigreur constitutionnelle. Ceci est en miroir finalement avec le risque de présenter une obésité. Les origines secondaires, maintenant, une fois que vous avez éliminé une cause primitive, alors ces origines secondaires, comme je vous l'ai dit en introduction, elles peuvent être vraiment multiples, et on sait qu'on peut avoir un retard pondéral initial qui risque d'avoir des conséquences secondaires sur la croissance staturale. Alors parmi ces origines secondaires de stagnation pondérale ou de mauvaise croissance pondérale, vous allez poser les mêmes questions que tout à l'heure, et vous allez surtout rechercher des signes associés.
Alors, je vais passer par un cas clinique d'un jeune nourrisson. Donc, c'est Léo. Il a 4 semaines. Il est né à terme avec un poids de naissance de 3 kg, une taille de 49 cm. Il y a un contexte atopique familial. Il est allaité. Il a actuellement 8 tétés par jour. Et on vous l'adresse en consultation pour une mauvaise prise de poids associée à des vomissements. En ce qui concerne son transit, il a une selle après chaque tétée. Voilà sa courbe de poids. Donc là, il a 4 semaines. Vous voyez qu'il a à peine repris son poids de naissance et que il a vraiment du mal à grossir depuis la reprise de son poids de naissance. Vous avez la trypsine immunoréactive qui est normale. Votre examen clinique est normal. Donc, les hypothèses, donc là on est dans un topo qui s'appelle bilan initial, donc on ne va pas penser aux choses les plus compliquées non plus. On verra si l'année prochaine on fait bilan plus poussé. Donc à quoi ça peut vous faire penser finalement ce genre de courbe de poids Donc est-ce que vous pouvez évoquer un reflux gastro-œsophagien, une allergie aux protéines de lait de vache, une carence d'apport, une infection, une sténose du pylore. Donc on va reprendre un peu point par point ces différentes étiologies. J'ai du mal avec le... Ah. C'est dur. Donc, je vais passer trop vite. Voilà. Alors, est-ce qu'un reflux gastro-œsophagien peut entraîner une stagnation pondérale? Alors, si l'on en croit les recommandations, enfin la mise au point de l'ESGAN en 2018, effectivement, il est noté qu'un reflux gastro-œsophagien pathologique peut entraîner une difficulté de prise de poids, notamment quand vous avez un enfant qui a énormément de régurgitation extériorisée ou qui semble extrêmement douloureux, chez qui vous suspectez une œsophagite, vous pouvez effectivement avoir une moins bonne prise de poids. Ces recommandations précisent également que finalement, attention, en cas de reflux gastro-œsophagien, le fait d'avoir une perte de poids est quand même un signal assez alarmant et il faut savoir évoquer finalement autre chose que ce reflux gastro-œsophagien. Est-ce que c'est un reflux gastro-œsophagien interne? Je pense qu'en consultation, vous recevez plusieurs fois par jour des parents qui viennent vous voir pour leur bébé qui pleure et chez qui l'on suspecte un reflux gastro-œsophagien interne. Parfois, vous avez des patients qui ont une mauvaise prise de poids associée. Voilà. Et du coup, je vous renvoie à cet algorithme merveilleux fait par l'équipe de Robert Debré et Marc Belaïch en premier auteur ici présent, qui effectivement, sur cet algorithme, on voit qu'en cas de suspicion d'œsophagite, une suspicion d'œsophagite doit être évoquée devant une perte de poids, également en cas d'hématémèse. Donc effectivement, en cas de reflux gastro-œsophagien compliqué, vous pouvez avoir une stagnation pondérale, voire une perte de poids chez le petit nourrisson, mais ce n'est pas forcément le premier diagnostic à évoquer et on évoquera plutôt en premier lieu, en cas de mauvaise prise pondérale, une allergie aux protéines de lait de vache et on fera ce qui est recommandé du coup par l'ESGAN, c'est de mettre en place une formule d'hydrolysa poussée de protéines de lait de vache pendant 2 à 4 semaines pour voir si la situation clinique s'améliore, si l'enfant arrête de vomir et s'il y a une reprise pondérale. Donc, comment ça se passe en pratique? Donc, suspicion d'allergie aux protéines de lait de vache non IgE-médiée. Du coup, vous n'avez pas de signes d'urticaire, de détresse respiratoire à la prise des protéines de lait de vache, mais des vomissements retardés par rapport à la prise, une stagnation pondérale. Et du coup, vous retirez ces protéines de lait de vache de l'alimentation pendant 2 à 4 semaines. Et au bout de ces 2 à 4 semaines, au domicile, vous faites une réintroduction. S'il n'y a pas de récidive, votre diagnostic n'est pas retenu. En revanche, si votre enfant a à nouveau du mal à grossir ou se remet à vomir, vous avez votre allergie aux protéines de lait de vache non IgE-médiée qui est confirmée. Comment vous allez prendre en charge ces enfants? Vous allez faire par la suite des tests de provocation orale tous les 2 mois à partir du 4e mois jusqu'à la guérison pour pas entretenir finalement ce régime sans protéines de lait de vache de façon prolongée sans que cela soit justifié. Alors,
Les autres causes par rapport à ce petit nourrisson, on pouvait évoquer également la carence d'apport, avec cette étude assez récente qui montre que finalement, sur 552 mères, on en a 70 qui rapportent des difficultés au cours de l'allaitement, avec une perception de ne pas avoir suffisamment de lait. On voit souvent ça en consultation. Et quand on regarde les courbes de poids des enfants de ces mamans, on voit que 20% des enfants avaient un retard pondéral. Donc toujours essayer de voir comment l'allaitement se passe chez ces enfants qui sont exclusivement allaités. Chez cet enfant, on pouvait également, il vomissait, il ne grossissait pas, évoquer une sténose du pylore. Et selon la saison, on aurait pu évoquer effectivement une infection qui aurait entraîné une moins bonne prise de poids à la fin du premier mois de vie. Et toujours penser à une pyélonéphrite sans fièvre, enfin, du coup, les pyélonéphrites peuvent se manifester comme ça chez le nouveau-né au cours du premier mois de vie. Alors, chez l'enfant plus grand, qui est diversifié, quelles questions se poser? Donc, on va poser bien sûr des questions sur l'alimentation. Idéalement, il faudrait avoir une enquête nutritionnelle sur 3 jours et voir ce que l'enfant consomme. Comme vous le savez, un enfant ne va pas manger pareil tous les jours, donc c'est intéressant d'avoir plutôt une vue d'ensemble sur plusieurs jours. Donc des questions sur la diversification alimentaire, quand elle a été débutée, comment ça se passe, le nombre et la structure des repas, la faim, la satiété de l'enfant, est-ce que l'enfant a changé de régime récemment, quels sont les types d'aliments consommés, les conditions de la prise alimentaire, est-ce qu'il est à table avec ses parents, est-ce qu'il mange séparément, le comportement de l'enfant pendant les repas, et également évaluer aussi le contexte socio-culturel, c'est-à-dire la relation parent-enfant. Est-ce qu'on estime qu'il y a une relative stabilité des relations familiales, évaluer dans la mesure du possible les ressources financières de la famille, et savoir juger de la perception parentale des besoins de l'enfant, voir si effectivement ce sont des parents qui sont dans le forcing ou au contraire proposent relativement peu à manger à leurs enfants, et également s'intéresser au mode de garde. Après, vous allez bien sûr rechercher des signes spécifiques que je ne vais pas particulièrement détailler. Vous allez rechercher des signes digestifs, cutanés, respiratoires, neurologiques, ORL, un syndrome polyuro-polydipsique qui pourrait finalement vous orienter vers une pathologie spécifique. Alors, vous faites votre examen clinique. Comme vous le savez, toujours en pédiatrie, on fait une courbe de la croissance staturo-pondérale et une courbe du PC chez le jeune enfant. Vous allez évaluer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les anomalies morphologiques et évaluer l'état nutritionnel. Examiner l'enfant appareil par appareil et vous allez rechercher des signes d'alerte, notamment une cassure staturale associée à cette cassure pondérale, rechercher des signes de dénutrition et rechercher des signes associés à ce retard pondéral. Je vais vous présenter un cas clinique. Donc, c'est le cas de Michel, que vous voyez en consultation à l'âge de 14 mois. Michel est né à terme, eutrophe, et là, à 14 mois, vous le voyez pour une régression des acquisitions depuis 1 mois. Il ne marche plus, il ne se sert plus de son bras gauche, et vous avez de son bras droit, pardon, vous avez une stagnation pondérale, je ne sais pas si vous voyez, hop, et il refuse de manger. À l'examen clinique, Michel a un panicule adipeux qui est fin. On a un retard de l'éruption dentaire, et il refuse de se mettre debout, alors qu'il était prêt à marcher il y a 2 mois, et il ne se sert plus du tout de son bras droit, comme je vous disais. Quand vous faites l'interrogatoire, vous vous rendez compte finalement que le carnet de santé de Michel est quasiment vierge, il ne voit jamais de médecin, il n'est pas du tout vacciné. À l'interrogatoire de l'alimentation, la maman vous dit qu'il a été allaité de façon exclusive pendant 7 mois. Et là, la maman a débuté la diversification à partir de 7 mois, jusqu'à l'âge de ses 14 mois, où elle a donné de la farine de riz, de la poudre d'algues, des légumes, des fruits, du sésame noir, des amandes, de l'huile d'olive. Enfin, vous voyez, un régime vegan complet. Et surtout, elle n'a pas donné de vitamine D. Et donc, vous faites des radios osseuses
Et vous faites bien sûr le diagnostic de rachitisme carentiel associé à des carences d'apport. Vous voyez ces images métaphysaires avec un aspect typique en toit de pagode. Là, vous voyez une fracture ancienne avec un cal osseux. Donc, vous voyez, on est tout à fait dans le cadre finalement d'un diagnostic de retard pondéral qui se fait juste à l'interrogatoire sur une carence d'apport avec un régime inadapté. Quand vous suspectez maintenant une pathologie organique, vous avez bien fait votre interrogatoire, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de carence évidente, en tout cas les parents ont l'air d'avoir un comportement et de proposer une alimentation adaptée à leur enfant, vous suspectez une pathologie organique, donc qui peut être d'origine digestive, qui peut être due à une défaillance d'un autre organe et qui peut être due à des troubles organiques de l'oralité, c'est-à-dire une impossibilité de l'enfant à manger du fait d'une pathologie organique. Je ne sais pas s'il y a un problème de pile, mais voilà. Alors, je vais vous montrer plusieurs situations cliniques. Donc là, je vous avais mis le diagnostic avant, mais comme vous êtes très fort, vous l'aviez déjà fait. Donc c'est Brigitte, 17 mois, elle n'a pas d'antécédents familiaux et personnels particuliers. Elle a été allaitée jusqu'à l'âge de 7 mois, et puis elle a eu un allaitement mixte avec une tentative de diversification. Je dis bien tentative parce qu'à partir de 9 mois, les parents vraiment n'y arrivaient pas. Elle refusait complètement les repas, donc ils ont rajouté des céréales dans le biberon. Elle prenait relativement bien ses biberons initialement, et puis on voit finalement qu'elle a bien grossi, elle a bien grandi, et on note une stagnation pondérale avec une cassure staturale secondaire. Les parents vous disent elle refuse tout type d'alimentation actuellement à 17 mois, et dès qu'on essaie de la forcer, elle vomit. À l'examen clinique, vous êtes devant une enfant qui est triste, apathique, avec une amyotrophie franche. Donc, dans cette situation, bien sûr, vous suspectez une pathologie d'origine organique digestive de type maladie cœliaque. Donc, on aimerait bien qu'ils aient tous ça, puisque c'est assez facile de faire le diagnostic. Donc, je ne vais pas revenir dans le détail, puisque Alexandre vous en a parlé tout à l'heure. Donc, actuellement, comme vous le savez, avec les recommandations de l'ESGAN de 2019, quand vous suspectez une maladie cœliaque avec ou sans symptômes évocateurs, vous faites un dosage pondéral des IgA total avec des IgA antitransglutaminase. S'ils sont positifs, supérieurs à 10 fois la normale, des anticorps anti-endomésium. Si ceux-ci sont positifs, vous avez votre diagnostic de maladie cœliaque sans faire de biopsie. Je ne vais pas revenir sur les autres cas. Je vous laisserai, enfin, Alexandre, on a déjà parlé tout à l'heure. Autre situation clinique, si j'arrive à vous la mettre. Hop. Désolée. Hein. Voilà. Alors, autre situation clinique d'une pathologie non digestive qui est révélée finalement par des signes digestifs et par une mauvaise prise pondérale. Donc c'est Ali, 2 mois. Il n'a pas d'antécédents familiaux particuliers, c'est le 2e enfant. Il a eu une césarienne à 35 semaines d'aménorrhée pour des anomalies du rythme cardiaque fœtal. Il a un poids de naissance de 2,7 kg. Il est alimenté avec un lait infantile et les parents viennent vous voir parce qu'il a des difficultés à boire depuis la naissance. Il a repris son poids de naissance à 20 jours, mais la courbe de croissance n'est vraiment pas très belle en ce qui concerne le poids. Et à 2 mois, il vomit quasiment après chaque repas. Donc, si vous avez fait votre interrogatoire en bonne et due forme, c'est juste moi qui ne suis pas douée, en fait, puisque même avec le changement de pile, ça ne marche pas bien. La famille, finalement, vous dit, oui, effectivement, sur l'échographie du 3e trimestre, il y avait un mot qu'on ne comprenait pas bien, qui est un oligoamnios. Et là, vous faites un ionogramme sanguin, vous tombez sur une insuffisance rénale avec une acidose, une hyperkaliémie, et l'échographie vous révélera une hypoplasie rénale. Donc, ça, c'est vraiment un exemple typique d'un enfant qui se présente avec un retard pondéral, des signes digestifs au premier plan avec des vomissements et qui a une pathologie néphrologique. Dans le même genre, on a Clarisse. Clarisse, elle a 16 mois. Elle n'a pas d'antécédents familiaux particuliers. C'est le 2e enfant aussi. La grossesse était normale. Elle est née à terme, eutrophe, un allaitement maternel jusqu'à 6 mois, puis une cassure pondérale isolée avec une croissance staturale qui restait régulière. Et à 18 mois,
Elle présente une gastro-entérite avec une déshydratation. Et là, vous observez sur le carnet de santé une cassure pondérale avec un retard statural secondaire. Vous faites un ionogramme sanguin, vous tombez sur une hyponatrémie avec une hypokaliémie, une acidose métabolique majeure, une hypophosphorémie. L'examen des urines relève une protéinurie avec une glucosurie. À l'interrogatoire, finalement, les parents vous disent, depuis qu'elle est diversifiée, elle est très attirée par les produits salés. À 1 an, elle léchait des chips ou elle ramassait le sel sur la table. Et on a toujours dit à notre pédiatre qu'elle faisait énormément pipi, qu'elle se réveillait la nuit pour boire systématiquement toutes les nuits depuis sa naissance. Là, vous êtes dans le cadre d'une tubulopathie proximale, donc, qui est révélée dans le cadre d'une infection de type gastro-entérite, c'est-à-dire que l'enfant a réussi globalement à compenser ces symptômes en mangeant très salé et en buvant un peu à la demande. Et dès qu'il y a un phénomène intercurrent, elle décompense complètement et on fait le diagnostic de cystinose. Alors, quand on reprend finalement les grands cadres d'un retard pondéral, je suis désolée, c'est vraiment... Voilà, un retard pondéral secondaire. Donc, comme on l'a vu, ça peut être une carence d'apport sur une négligence parentale ou des régimes carencés inadaptés. On va le revoir, ça peut être une anorexie psychogène ou organique, ça peut être des vomissements hyperatifs importants. Cadre d'une malabsorption avec une maladie cœliaque, une allergie aux protéines de lait de vache, une maladie inflammatoire chronique intestinale. Vous pouvez être dans le cadre d'une augmentation de la dépense énergétique avec toutes les insuffisances d'organes, respiratoires, cardiaques, un déficit immunitaire, une pathologie inflammatoire avec une maladie systémique, des pathologies héréditaires du métabolisme et une hyperthyroïdie qui est le seul, c'est assez rare quand même, on n'en voit pas souvent chez les petits, et c'est le seul retard pondéral qui ne va pas avoir de retentissement sur la taille, puisque vous avez une action des hormones thyroïdiennes qui vont jouer sur la croissance. En général, c'est des enfants qui ont un retard pondéral, mais qui gardent une croissance staturale régulière. Et les pertes excessives, donc ça peut être des pertes digestives en cas de diarrhée chronique, d'aspiration répétée, quand l'enfant a une stomie bien sûr, des pertes urinaires, donc toujours rechercher, comme on l'a vu dans le cas clinique, un syndrome polyureux polydiptyque, et des pertes cutanées avec des pathologies notamment dermatologiques sévères et des eczémas sévères. Donc, quel bilan vous allez faire ? Vous allez faire un bilan qui est un peu de débrouillage, comme bilan initial. Je vais y arriver. On y croit. Vous dirigez vers quelque chose en particulier ou Ah, voilà. Alors, votre bilan initial va comprendre une numération, recherche d'un syndrome inflammatoire, recherche d'une malabsorption avec le dosage des micronutriments et des vitamines, un bilan hépatique, une recherche d'une maladie cœliaque, puis un dosage pondéral des immunoglobulines pour chez un déficit immunitaire. Pareil, vous allez garder les taux de lymphocytes et faire une TSH, et selon l'orientation, en général maintenant, suspicion de mucoviscidose, vous pouvez réaliser un test de la sueur et une élastase fécale. De façon assez simple, au cabinet, si vous avez la possibilité, vous pouvez faire une BU pour rechercher une protéinurie. Et comme on l'a vu, dans certaines tubulopathies, vous pouvez avoir une glucosurie. Donc ça peut être un examen assez intéressant et facile à faire. Et merci beaucoup. Merci. Et idéalement, si vous n'avez pas le temps de bien interroger sur les ingestats, les familles, ou si vous avez des doutes sur l'apport, sur les ingestats de l'enfant, vous allez proposer une consultation de diététique. Je ne dois pas avoir des... Voilà. Autre cas, donc là on a vu des pathologies organiques. Maintenant,
On peut également avoir un retard pondéral dans le cadre de troubles du comportement alimentaire. Donc, je ne vais pas détailler de façon très importante ce cadre nosographique. Vous pouvez avoir finalement deux grands types de troubles du comportement alimentaire. D'une part, l'enfant sélectif, qui va avoir une néophobie des sélectivités alimentaires, la peur de manger, souvent après un événement traumatique unique, ou finalement une histoire néonatale traumatique avec un enfant qui a reçu une sonde nasogastrique. C'est vrai qu'en général, on n'a pas dans ce cadre-là, dans l'enfant sélectif, de gros retards pondéral. On va plus s'intéresser aux enfants qui vont avoir un appétit limité, et notamment les petits mangeurs qu'on voit relativement souvent en consultation, ou les enfants qui ont des anorexies d'opposition, ou des anorexies beaucoup plus sévères, notamment des anorexies infantiles psychogènes. Vous présentez deux situations cliniques. Voilà. Alors, Anne-Gaëlle, 24 mois, elle est née un petit peu prématurément à 34 semaines. Elle a présenté une entérocolite assez simple, qui n'a pas été opérée. Et puis, elle est alimentée au décours de cette entérocolite par des hydrolysats poussés de protéines de lait de vache. Elle est diversifiée à 8 mois. Et puis, à 9 mois, les parents vous décrivent finalement des difficultés au cours des repas, avec une enfant qui refuse les morceaux, qui mange 3 cuillères et qui s'arrête de manger, mais qui mange cependant aux 4 repas que les parents lui proposent, mais souvent des petites quantités. Les parents vous disent très bien, certains jours, elle peut manger un peu plus, et puis le lendemain, elle mange rien du tout. Si on la force un peu, elle va avoir tendance à vomir. Les parents sont très inquiets, puisque l'entourage, et notamment la grand-mère, dit que c'est pas normal. Vous voyez le parent en consultation, le papa, il fait 1m70, la maman, elle fait 1m53. C'est pas des gros gabarits, ils sont plutôt minces tous les deux. À l'examen clinique, cet enfant est très gai, un examen clinique complètement normal. Elle n'a pas de signe de dénutrition, un panicule adipeux qui est satisfaisant. Donc, vous rassurez les parents, vous voyez effectivement que cet enfant a grossi de façon régulière sur le couloir -1 DS jusqu'à l'âge de 6 mois. Pareil pour la taille. Et puis, on voit finalement qu'à l'âge de 6 mois, progressivement, elle s'est remise sur son couloir génétique avec la reprise d'une vélocité de croissance normale. Pour la taille, elle garde globalement une croissance staturale complètement régulière. Vous faites le diagnostic de petit mangeur. Chez ce genre d'enfant, il n'y a pas besoin de faire des bilans itératifs pour essayer de trouver la cause d'une croissance pondérale sur un couloir -2 DS. Autre situation clinique, Marine, 26 mois, elle c'est la 3e enfant, elle a un frère et une sœur de 11 et 12 ans, elle a été diversifiée à 6 mois. À l'examen clinique, donc c'est une enfant qui est plutôt gaie, qui est très active, qui bouge tout le temps. Vous avez du mal à l'examiner tellement elle bouge. Elle a un développement psychomoteur totalement normal. Vous ne retrouvez pas de signes cliniques particuliers. À l'interrogatoire, en ce qui concerne son comportement alimentaire, les parents vous disent elle mange que le matin et après elle mange rien, elle va grignoter une carotte dans la journée, et puis c'est tout. On a l'impression que ça lui suffit. Elle est très opposante par rapport à l'alimentation. Et puis, vous mettez les parents en confiance, et finalement, la famille vous dit que la maman a été anorexique pendant l'enfance, que là, elle a eu récemment une dépression et qu'elle a été hospitalisée en psychiatrie à plusieurs reprises depuis la naissance de Marine, avec finalement des séparations multiples entre la mère et la fille. Donc là, vous êtes plutôt dans une situation effectivement d'anorexie psychogène. Donc vous allez demander l'aide de psychologues, voire de pédopsychiatres. Ces enfants, il faut quand même faire un bilan pour évaluer, rechercher des carences nutritionnelles secondaires à des prises alimentaires qui sont souvent extrêmement limitées. Alors, quand hospitaliser l'enfant,
quand vous avez un enfant qui est dénutri. De façon assez rapide en consultation, chez le jeune enfant de moins de 4 ans, vous pouvez évaluer le PB sur PC et vous parlez de dénutrition quand vous avez un PB sur PC inférieur à 0,27. Donc on est déjà dans le cadre d'une dénutrition sévère. Pareil, de façon assez simple, vous pouvez réaliser un poids pour taille, un taille pour âge et évaluer finalement une dénutrition aiguë ou chronique avec des degrés de sévérité différents. Vous pouvez également utiliser les critères de l'HAS de 2019 avec des critères de sévérité que j'ai mis en bleu foncé. Donc vous allez bien sûr vous inquiéter et hospitaliser facilement ces enfants quand vous avez une perte de poids de plus de 10% en un mois ou 15% en 6 mois. Quand vous avez un IMC inférieur à 17 de façon aiguë, quand vous avez une stagnation pondérale avec une perte de couloir supérieure à 3 couloirs et un infléchissement statural d'au moins 1 couloir avec une réduction de la masse musculaire. Donc il faut un de ces critères plus un critère étiologique qui est la réduction de la prise alimentaire, une absorption réduite sur une maldigestion, une malabsorption et une situation d'agression parmi des pathologies que j'ai déjà décrites. Il faut également hospitaliser les enfants. Donc là, je vous disais, comme cet enfant que vous voyez qui est extrêmement dénutri, donc il a 5 mois, il est né à terme. Il a un allaitement mixte et puis il vomit, il régurgite assez souvent d'après les parents. Il a été traité pour un reflux gastro-œsophagien, il a reçu des inhibiteurs de la pompe à protons qui n'ont rien changé. Il a eu un hydrolysa poussé de protéines de lait de vache qui n'a rien changé sur la courbe de poids. Il est diversifié sans gluten. Il a un examen clinique normal avec un très bon développement psychomoteur. Et puis il a eu un bilan, tel le bilan que je vous ai montré tout à l'heure, qui était complètement normal. Et vous voyez, sa courbe de poids est quand même très préoccupante, son état clinique aussi. Vous l'hospitalisez, vous faites une IRM cérébrale et vous tombez sur un gliome du chiasma optique. Et donc, c'est ce qu'on appelle une cachexie diencéphalique ou le syndrome de Russell, donc qui est une entité un petit peu particulière et qui a cette caractéristique de voir des enfants extrêmement dénutris avec une taille qui est préservée et un état neurologique totalement rassurant. Donc c'est un diagnostic rare, mais à savoir évoquer. Peut-être pas un bilan initial d'un retard pondéral. Quand hospitaliser l'enfant autrement, donc dénutrition, s'il y a des signes associés graves, si bien sûr vous avez une diarrhée profuse, selon le contexte familial, si vous avez une anxiété extrême de la famille, si vous avez l'impression qu'il y a une faible interaction parent-enfant, et puis quand on comprend rien. Comme c'était le cas avec cette petite fille, Émilie, qui est née à terme, qui a eu un allaitement maternel pendant 1 mois, diagnostic d'APLV, formule d'acide aminé, elle a grossi un peu mieux. À 4 mois et demi, on lui propose 4 fois 180 ml. On commence la diversification alimentaire. Elle a un bilan biologique standard qui est normal, puisque moi, elle ne grossissait pas bien, donc on a fait un bilan. Elle n'a pas de troubles digestifs. À l'auscultation, vous avez un doute sur un souffle qui est confirmé, enfin l'échographie cardiaque confirme une CIA avec un retentissement sur les cavités droites. Donc elle est prise en charge par une nutrition entérale transitoire avant la chirurgie cardiaque. Donc là, vous voyez, elle est opérée. Après la chirurgie, elle regrossit. Et puis, à nouveau, hop, stagnation pondérale avec retentissement statural. Donc, vous l'hospitalisez. À l'âge de 15 mois, elle est complètement apathique, elle ne joue plus, elle ne tient même pas assise plus d'1 minute, alors qu'avant, c'était une petite fille qui était plutôt vive. Et puis, au cours de l'hospitalisation, vous mettez en évidence une restriction alimentaire qui est imposée par la mère, qui dilue les biberons, qui met 2 cuillères pour 240 ml de lait et qui ne propose que la moitié, voire le quart des assiettes proposées par l'hôpital. Donc, quand on ne comprend rien, il ne faut pas hésiter à hospitaliser les enfants et à voir comment ça se passe lorsque l'enfant reçoit une alimentation à l'hôpital par une tierce personne. Voilà, vous voyez qu'après, avec la reprise d'un régime normal, cet enfant a regrossi et a regrandi secondairement. Alors chez l'enfant plus grand, c'est un peu pareil, je vais passer très vite de situations cliniques très classiques. Donc une enfant de 12 ans qui avait une croissance staturale et pondérale relativement régulière, et puis depuis 1 an, elle grossit plus du tout, elle décrit une gêne à la déglutition.
Vous faites un iono, vous tombez sur une hypokaliémie, une hypophosphorémie, enfin là, des carences nutritionnelles avec une vitamine D qui est basse, une ferritine qui est basse, et des anticorps antitransglutaminase qui sont négatifs, un bilan thyroïdien qui est normal. Le signe d'appel, c'est quand même la gêne à la déglutition. Donc vous faites un DOGD et vous tombez sur cette image typique en queue de radis qui vous évoque un méga-œsophage idiopathique. Autre situation clinique, Elsa, 12 ans. Voilà, on vous l'adresse pour un IMC à 11,5. Effectivement, quand on regarde la courbe d'IMC, c'est vrai que c'est nettement en dessous des courbes. Quand vous regardez sa courbe de poids et de taille, vous voyez qu'elle a une croissance qui est totalement régulière. Quand vous interrogez finalement les parents sur leur taille, le père il fait 1m80 pour 59 kg, donc il est plutôt mince, et la mère elle fait 1m61 pour 55 kg, donc vous faites le diagnostic de maigreur constitutionnelle. Donc, pour finir, cet algorithme, donc, comme on l'a vu, hein, retard pondéral, ça peut être dû à de multiples pathologies sous-jacentes. L'interrogatoire et l'examen clinique sont vraiment primordiaux. En cas de, donc, vous avez deux situations différentes. Un retard pondéral dit primitif, avec le retard de croissance intra-utérin qui rattrape pas et qu'on va vous adresser en consultation. Les pathologies congénitales, les syndromes génétiques et les formes constitutionnelles de maigreur. Dans les causes secondaires, toujours rechercher des signes d'alerte, une dénutrition, un retentissement sévère sur la taille et des signes associés graves. Si ce n'est pas le cas, comme on l'a vu dans un des cas cliniques, vous avez certains enfants qui, au cours des 6 premiers mois de vie, vont grossir sur des couloirs qui ne sont pas leurs couloirs génétiques et qui, progressivement, au cours des 6 mois d'après, vont se remettre sur leur couloir génétique progressivement en reprenant une vélocité de croissance totalement normale. En cas de signe d'alerte, du coup, vous êtes dans ces 3 entités que je vous ai décrites, l'insuffisance d'apport, la maldigestion, malabsorption et une augmentation des dépenses énergétiques ou des pertes excessives. L'évaluation diététique est nécessaire et puis le bilan standard que je vous ai montré également. Et puis, selon les signes cliniques présentés, bien sûr, vous faites des examens orientés. Je vous remercie. Merci Julie, c'était à la fois très très riche, complet, avec plein d'illustrations cliniques et on s'est reconnu, on t'a reconnu en tant que clinicienne et on s'est reconnu avec nos difficultés d'évaluation. Alors, il y a possiblement des questions. Alors, bon, il y a super, bon, donc des super, ça on sait. Alors, les questions sont... Les probiotiques, c'est pas moi. Hein. Non, c'est trop tard. Quand réintroduction tous les 2 mois pour APLV retardé, pas d'intérêt de prise de sang pour virage vers IgE médié, oui. Alors, oui, effectivement, si vous avez une éviction prolongée, je dirais, de plus de 2 mois, comme c'est souvent ce qu'on voit en pratique clinique, c'est-à-dire c'est des enfants maintenant, j'ai l'impression qu'on voit des enfants en consultation, à 1 mois, ils ont de l'inexium, un lait sans protéines de lait de vache, et puis vous les voyez, du coup, comme vous avez des délais de consultation assez longs, vous les voyez à 7-8 mois. L'hydrolyse poussée de protéines de lait de vache a en général pas amélioré les symptômes pour lesquels les parents avaient consulté initialement. Et dans ces situations où votre enfant, entre 1 mois et 8 mois, n'a pas reçu de protéines de lait de vache, oui, on va faire un dosage des IgE spécifiques. En revanche, si vous faites des dosages comme ça tous les 2 mois, si vous avez des tentatives de réintroduction tous les 2 mois, vous n'avez pas besoin de faire des IgE spécifiques à chaque fois. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Hein. Normalement, c'est vraiment à partir de 4 mois, tous les 2 mois, on essaie de réintroduire à la maison. Il y a une question sur l'importance de la perte de poids en tant que motif d'hospitalisation. Une de nos collègues nous faisait part d'un garçon qu'elle suit qui avait perdu 15 kilos en 6 mois d'origine psychogène. Et se demander là, si... Je vous renvoie aux critères HAS de tout à l'heure, où on l'a vu, une perte de poids de plus de 10% en 1 mois ou de plus de 15% en 6 mois sont des signes de gravité de nutrition, donc qui nécessitent effectivement une prise en charge hospitalière. Donc,
voilà, tu nous as tous convaincus. Si je peux me permettre, parce que tu as fait finalement une grande slide où il y avait un bilan en cas d'orientation de pathologie organique, mais on est bien d'accord que ta démarche est quand même très très clinique et que ce bilan finalement de débrouillage est plus une conséquence d'un travail clinique très très fin plutôt que une réponse. Absolument, je pense qu'il faut savoir attendre, notamment chez les enfants qui n'ont pas de signes cliniques associés, comme je disais, avec ces enfants qui souvent au cours d'un allaitement maternel vont grossir sur un couloir qui n'est pas leur couloir génétique et qui vont au sevrage progressivement se remettre sur leur couloir génétique. Je pense que ces enfants, clairement, il ne faut pas leur faire de prise de sang, se laisser un peu de temps. Si l'enfant va bien, effectivement, il faut savoir se laisser du temps, savoir le revoir régulièrement pour voir comment les choses évoluent. Je suis d'accord je trouve qu'il y a des enfants qui ont maintenant des bilans extrêmement facilement pour la moindre stagnation pondérale. Je ne pouvais pas présenter toutes les situations cliniques, mais on voit également beaucoup d'enfants, notamment au cours de l'hiver, qui font des infections répétées, qui ne vont pas grossir pendant les 2-3 mois d'hiver. Je pense pareil, ces enfants, il faut savoir attendre, laisser passer les infections et puis les revoir un petit peu à distance, voir comment les choses évoluent. Si on n'a pas de signes d'alarme, comme je les ai décrits, c'est-à-dire une dénutrition ou des signes associés francs, je pense qu'il faut les laisser tranquilles le plus possible. Merci pour cette overview qui était vraiment magnifique. Le seul problème que tu as eu, c'est avec le passeur de diapo, parce que tout le reste était tout à fait remarquable. Mais avant de partir, on a quand même deux petites questions qui sont en fait à propos de l'indice de Waterloo. Deux questions, tu vois, qui sont un peu similaires. Est-ce que tu peux nous rappeler ces problématiques de la ROCO-HAS sur des nutritions de l'enfant et de l'adulte? Le poids pour taille, effectivement, c'est le poids pour âge, c'est le poids idéal pour l'âge qu'on va plus utiliser pour des dénutritions chroniques. Je vous avouerai que plutôt en pratique clinique, on va utiliser le poids pour taille qui, finalement, s'il est inférieur à 90%, va nous orienter vers une dénutrition légère, et s'il est inférieur à 80%, déjà une dénutrition plus importante. Donc, tout ça est à remettre aussi, encore une fois, dans un contexte. On va utiliser ces critères quand on a finalement un événement un petit peu aigu et on va quand même s'intéresser à la cinétique de la croissance staturo-pondérale qui est primordiale. C'est pris de façon isolée, je pense que ça n'a pas trop de valeur. Et notamment, le meilleur exemple, c'est la maigreur constitutionnelle, où souvent ils ont des poids pour taille inférieurs à 80%, alors qu'ils ne sont pas du tout dénutris. Donc il faut vraiment remettre ça dans le contexte général et interpréter ces critères avec prudence vraiment quand il se passe quelque chose, quand on a des signes cliniques associés, quand on a un certain recul sur cette stagnation pondérale. Julie, je te remercie et on a hâte de se retrouver en direct live lors d'une prochaine conférence.